Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer des formulaires en HTML. Donc nous allons présenter différentes balises HTML qui permettent par exemple d'ajouter des champs de saisie, des boutons radio, des cases à cocher, des listes, des champs de fichiers et bien sûr il ne faut pas oublier les boutons. Donc pour commencer, je vais présenter un petit peu quel est l'intérêt. Pourquoi on utilise les formulaires en HTML ou dans les pages web. Donc en fait, les formulaires permettent d'envoyer les données des visiteurs au serveur. Donc si on envoie les données au serveur, ça veut dire que les données vont être utilisées par ce serveur, soit en les sauvegardant dans des bases de données, soit en effectuant des traitements dessus. Donc par exemple, lors d'une phase d'inscription sur un site, donc le visiteur il sera amené à renseigner son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, etc. Et toutes ces données-là ou ces informations-là vont être sauvegardées par le serveur dans des bases de données. Donc les formulaires assurent aussi une interactivité entre le visiteur et la page web. Et cela via des champs de saisie, des boutons radio, des cases à cocher que nous allons voir par la suite. En HTML, un formulaire il est défini ou délimité par la balise form. Donc form/form, ça veut dire que c'est une balise double et donc elle peut contenir d'autres balises. Pour cette balise form, il faudra préciser l'entité qui traitera les données au niveau du serveur et cela via l'attribut action. Donc voici un exemple d'une balise form. Donc vous avez la balise ouvrante form et la balise fermante /form. Et bien sûr, pour la balise ouvrante, vous avez la possibilité de définir un ensemble d'attributs tels que name. Donc ça, c'est le nom de ce formulaire-là. Et on a un attribut action. Donc dans action, nous allons mettre, ou plutôt nous allons définir quelle est l'entité à laquelle votre navigateur ou navigateur du client, il va envoyer les données de ce formulaire. Donc par exemple, ici, les données de ce formulaire vont être envoyées à traité-formulaire.php qui est hébergé sur le même serveur que le formulaire que vous avez ici devant vous. Donc ça, c'est le premier attribut qu'il faudra renseigner. Donc je répète, action définit l'entité qui traitera les données au niveau du serveur. Deuxième attribut qu'il est conseillé de renseigner, c'est méthode. Donc ça va représenter quoi? Donc dans méthode, vous allez définir la méthode d'envoi des données vers le serveur. Donc nous avons déjà vu plusieurs méthodes lorsqu'on a abordé le protocole HTTP. Et donc pour pouvoir envoyer des données au serveur qui sont récupérées via un formulaire, donc vous avez deux méthodes, get et post, et nous avons bien défini les différences qui existent entre get et post lors du cours ou lors de la vidéo concernant le protocole HTTP. Donc je vous conseille d'aller revoir cette vidéo si jamais vous avez pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire get ou bien post. Donc ça c'est pour le formulaire. Donc pour l'insérer au niveau d'une page HTML ou d'un document HTML, donc c'est form, la balise ouvrante, et /form, la balise fermante. Et bien sûr à l'intérieur nous allons voir qu'on pourra ajouter plusieurs champs. Donc, sur un formulaire, il est possible d'inclure plusieurs types de champs avec la balise input. Donc, la balise input, c'est une balise simple ou bien orpheline. Il n'y a pas de balise ouvrante ou de balise fermante. C'est input directement. Et donc, cette balise-là ne peut pas contenir d'autres balises. Par contre, bien sûr, on a la possibilité de définir différents attributs pour cette balise. Donc, si vous avez à ajouter des champs de saisie simples. Donc, il faudra renseigner l'attribut type avec la valeur texte. Si le champ représente un mot de passe, un password, donc il faudra affecter password à type. HTML5 permet de définir, à l'aide de cet attribut type, la sémantique de certains champs textuels tels que l'adresse email. Donc, on va mettre email tout court, il n'y a pas de tiret, hein, comme je viens de le faire moi, là.
Et vous avez aussi la possibilité d'indiquer que le texte ou le champ de saisie, il est de type date. Et pour le numéro de téléphone, c'est tel, TEL. Et il y en a d'autres aussi, hein. Peut-être que vous aurez la possibilité de voir d'autres lors des travaux pratiques, certainement. Et il ne faut pas oublier aussi un attribut qui est très important en plus de type ou type, c'est name. Name, il est très important parce que si on ne précise pas l'attribut name, on aura des problèmes lorsque les données seront réceptionnées au niveau du serveur. En fait, name représente l'identifiant des données du formulaire, ce qui facilite leur manipulation au niveau du serveur. Comment je pourrais expliquer ça autrement? En fait, lorsque vous allez créer un formulaire, vous allez avoir plusieurs inputs. Donc, chaque input, il aura l'attribut name. Et c'est ça que le navigateur va envoyer au serveur. Il va lui dire que ce nom-là, sa valeur est égale à ce que l'utilisateur vient de saisir. Par exemple, pour ce premier input, il va mettre nom utilisateur égale ce que l'utilisateur a saisi. Pour le deuxième input, il va mettre mot passe égale ce que l'utilisateur vient de saisir. Donc cet attribut, il est vraiment très important. Si vous voyez un formulaire où vous avez des champs qui n'ont pas un name, là, il faudra vraiment se poser des questions. Comment le serveur, ou comment le programme qui est au niveau du serveur, comment il pourra identifier les différentes données ou bien les différentes variables qui lui ont été envoyées. Bien sûr, un formulaire peut contenir ce qu'on appelle des labels et ces derniers sont délimités par les balises label/label, donc c'est une balise double et elle peut contenir plusieurs autres balises. Par exemple, vous avez plusieurs versions ou plusieurs manières d'utiliser label, telles que sur cet exemple. Donc, j'ai la balise label ouvrante, j'ai le label, mot de passe par exemple, 2 points, et j'ai mon input et à la fin, j'ai /label. Mais il y a d'autres façons d'utiliser label aussi qu'on aura l'occasion de voir sur les prochains slides. Voici l'exemple complet concernant des champs de saisie simple, par exemple. Donc, pour résumer, pour répéter un petit peu. Donc, un formulaire, il est délimité par les balises form/form. À l'intérieur, j'ai ajouté ici div/div. Donc, ça, ce sont des balises qui permettent de regrouper un petit peu les balises qui sont incluses à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, au niveau du premier div, j'ai label. J'ai un input de type texte. Son nom, c'est nom utilisateur. Placeholder, ça aussi, c'est un attribut. Donc, ce que vous allez affecter à placeholder, il sera affiché ici, au niveau du champ de saisie. Mais dès que l'utilisateur il va cliquer au niveau du champ, il va commencer à saisir sa propre donnée. En fait, quand le placeholder il va disparaître. Donc, le placeholder ne sera jamais envoyé au serveur. Vous avez aussi la possibilité de préciser la taille. Par exemple, ici, size égale 30, ça veut dire l'utilisateur aura la possibilité de saisir 30 caractères. Et required, c'est-à-dire il est impossible d'envoyer ce formulaire si l'utilisateur ne saisit pas une valeur ou bien une donnée au niveau de ce champ-là. Donc la même chose pour le deuxième champ de saisie, une deuxième balise div/div et à l'intérieur il y a le label, mot de passe et un input de type password et bien sûr il faut jamais oublier de donner un nom à vos inputs. Ça c'est la suite je pense, oui, mais avec d'autres types d'input tels que ici TEL pour téléphone. Si vous voulez que votre input représente un email, donc vous mettez ou vous affectez à type email.
la même chose, il ne faut pas oublier un nom, name, l'attribut name. Là aussi, par exemple, pour la wilaya, input type text, code postal, par exemple, input type égale text, size égale 5, donc 5 caractères, pas plus. Le nom de l'input, code postal. Là, je précise max length, ça ne peut pas dépasser 5. Et là, je définis l'attribut pattern et je mets 0-9 entre crochets et entre accolades 5. Ça veut dire que l'utilisateur, au niveau de code postal, il aura la possibilité de saisir que des nombres allant de 0 à 9 et ce sera 5 nombres, ou plutôt 5 chiffres, pas plus. Et l'attribut code postal, il est marqué comme étant required, c'est-à-dire si l'utilisateur ou bien le client ne renseigne pas ce champ-là, alors le navigateur ne va pas envoyer le formulaire. Si vous avez maintenant à saisir un texte long qui va être sur plusieurs lignes, à ce moment-là, il ne faut pas utiliser la balise input, mais il y a une autre balise qui, elle, contrairement à input, elle est double, c'est la balise text area. Donc la balise ouvrant text area et slash text area. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai commis une petite erreur. Je n'ai pas mentionné l'attribut name. Et là, ça va poser problème au niveau du traitement côté serveur. Donc, j'aurai un petit peu de difficulté à retrouver correctement ma donnée. Sinon, quels sont les attributs qu'on peut définir pour text area? Donc la même chose, vous avez placeholder, donc ce sera affiché, mais dès que l'utilisateur va saisir son propre texte, ce que vous avez affecté à placeholder, il sera effacé. Vous avez aussi d'autres attributs tels que rows et calls qui déterminent respectivement le nombre de lignes et de colonnes du champ. Maintenant, quelque chose de très utilisé dans les formulaires aussi, et ce sont les boutons radio. Donc pour l'ajout de boutons radio, il suffit de renseigner l'attribut type de input à radio. La valeur transmise au serveur sera celle de l'attribut value, et je vais vous expliquer tout ça sur l'exemple suivant. Donc ici, j'ai bien sûr un label, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Donc en fait, je vais essayer de reproduire ce qu'il y a ici au niveau de cette figure-là. Donc j'ai 3 boutons radio, étudiant, enseignant, administrateur. Et à chaque fois que je clique sur un bouton, normalement, celui qui est déjà sélectionné, il ne sera plus sélectionné. Donc comment nous allons pouvoir faire ça? Il y a une règle très importante. Il faut créer ce qu'on appelle un groupe de boutons radio. Pour pouvoir créer ce groupe, c'est assez simple. Il faut juste utiliser le même name. Par exemple ici, j'ai un input type, je lui ai affecté radio, et name, je lui ai affecté la chaîne de caractères statut, ou bien status. Et bien sûr, il y a l'attribut value, auquel j'ai affecté étudiant. J'ai rajouté ici un autre attribut, c'est checked. Tout simplement, de cette façon-là, le navigateur, il saura que dès qu'il affichera le formulaire à l'utilisateur, cet input-là, il va être, on peut dire ça, présélectionné. C'est-à-dire par défaut, étudiant sera sélectionné ou bien coché. D'accord? Maintenant, si je veux rajouter un autre bouton radio enseignant administrateur. Là aussi, je dois faire la même chose. Input type égale radio. Name, je dois aussi utiliser statut, bien status. C'est obligé. Si vous donnez un autre nom pour le navigateur, le premier bouton radio étudiant et fait partie d'un autre groupe de boutons, c'est-à-dire l'utilisateur il aura la possibilité de cocher par exemple étudiant et de cocher aussi enseignant si jamais vous donnez
à name une autre valeur que celle que vous avez donnée pour le premier bouton radio lié à étudiant. Et bien sûr, par exemple, si le bouton radio étudiant est coché, ce n'est pas la valeur qui est ici qui sera envoyée au serveur, mais c'est ce que vous avez défini pour l'attribut value. C'est-à-dire ici, moi, le texte qui est affiché à l'utilisateur, c'est étudiant, mais j'avais la possibilité d'envoyer, par exemple, 1 comme valeur au serveur. Et le serveur, normalement, il aura un code ou un script qui va s'exécuter à son niveau et lui, il sait que la valeur 1 correspond à étudiant. Donc, voici l'exemple au complet. Ce que vous voyez ici, la balise feed7, en fait, ça vous permet de regrouper ça en un ensemble et de vous créer ce petit encadrage ou ce petit cadre-là. Donc, c'est une balise double. Donc, il y a la balise feed7 ouvrante et /feed7 tout à la fin. Et à l'intérieur, il y a la balise double aussi légende, /légende. Ça vous permet de créer le texte ou la description qui se trouve ici, à ce niveau-là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai des divs. En fait, les divs, c'est des balises blocs. Donc, je ne peux pas avoir deux divs, sur la même ligne. Ce qui me permettra, par exemple, de sauter les lignes au niveau du navigateur. Donc, premier label, c'est étudiant. Et il y a un input type radio. Et regardez ici le nom, ou plutôt le name. Donc, c'est statut ou status. La même chose pour enseignant et la même chose pour administrateur. Si par exemple, ici au niveau d'administrateur, l'attribut name, je ne l'ai pas enseigné avec la même valeur que pour étudiant et enseignant. Donc pour le navigateur, les deux premiers boutons appartiennent au même groupe et le dernier bouton, il appartient à un autre groupe. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et généralement, les débutants, on va dire, ou les personnes qui ne prêtent pas attention à ça lorsqu'ils commencent à créer des formulaires en HTML, ils commettent souvent cette erreur-là. Donc, ils utilisent un nom, un name différent pour chacun des boutons radio et ils se retrouvent à la fin avec la possibilité de sélectionner tous les boutons au niveau de leur navigateur. Et justement, c'est le comportement qu'on ne cherche absolument pas avec les boutons radio. Donc, avec les boutons radio qui appartiennent au même groupe, vous n'aurez la possibilité de sélectionner qu'un seul bouton à la fois. Donc, je continue ici avec cet exemple. Donc, deuxième bouton radio, input type toujours radio et le name, on est obligé d'avoir le même. Par contre, pour value, je ne vais pas envoyer la même valeur au serveur. Ça, c'est clair. Donc, à chaque fois, je vais envoyer la valeur qui correspond un petit peu au label que l'utilisateur il a sélectionné. Donc, je crois que l'exemple il est assez simple. Et le dernier bouton radio, la même chose, type reçoit radio. Et le name, il faut qu'il soit exactement le même. Et la valeur envoyée au serveur, bien sûr, elle est totalement différente. Maintenant, les cases à cocher. Donc, plus ou moins identiques au bouton radio, les cases à cocher permettent en fait un choix multiple pour un ensemble de propositions. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tout à l'heure, j'avais un certain ensemble de propositions et je n'avais la possibilité de sélectionner qu'une proposition. Donc, on avait étudiant, enseignant, administrateur et je ne pouvais pas, par exemple, sélectionner étudiant et administrateur ou enseignant et administrateur. Je n'avais la possibilité de sélectionner qu'un seul choix ou qu'une seule proposition et c'est bien le comportement recherché lorsqu'on utilise les boutons radio. Maintenant, par exemple, quand on utilise les cases à cocher, non, c'est totalement différent. Là, l'utilisateur ou le client, il a la possibilité de sélectionner plusieurs propositions. Donc, pour pouvoir avoir cet effet-là, ce comportement, il faudra bien sûr utiliser la balise input. Bon, c'est ça qui va vous permettre d'ajouter des champs à votre formulaire. Mais maintenant, au lieu d'affecter radio à type, là, il faut lui affecter checkbox. Checkbox. Et au niveau de name, il faut vraiment faire très attention à quelque chose. Regardez ce que j'ai mis. J'ai donné un nom.
Par exemple, discipline, ça correspond un petit peu à l'exemple qui est représenté par cette figure où il y aura une liste de disciplines préférées et par exemple, le client va me cocher ou me sélectionner les disciplines qu'il préfère. Donc, il y a un choix entre informatique, mathématiques, physique et chimie. Donc, regardez au niveau de name, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné un nom. Ce sera un nom de variable au niveau qui sera exploité au niveau du serveur, côté serveur. Par contre, j'ai rajouté des crochets. Là, c'est très important. Donc, le navigateur, quand il voit ces crochets-là, il va comprendre que la variable qui est ici, elle n'est pas de type scalaire, mais elle sera un vecteur, un tableau. Et donc, elle doit ou elle peut contenir plusieurs valeurs. Donc, si par malheur ou par accident ou par erreur, vous avez omis d'ajouter ces crochets-là, eh bien, vous aurez un problème. Parce qu'en fait, c'est vrai, vous allez cocher plusieurs propositions, plusieurs disciplines ici, mais ce qui va être envoyé au niveau du serveur, c'est ce que vous avez coché en dernier. Parce que vous avez oublié d'ajouter les crochets. Donc, les crochets sont très, très importants. Ils permettent au navigateur de comprendre que la valeur qui sera envoyée, elle est de type tableau, vecteur et non pas scalaire. Et donc, sinon, le même principe pour l'attribut value, vous allez mettre ici la valeur qui sera envoyée, c'est-à-dire le texte qui est là, après la balise input, ce n'est pas ce texte qui sera envoyé, mais plutôt c'est ce que vous avez mis au niveau de value. Donc, voici l'exemple au complet. Donc, nous allons le détailler ensemble. Donc, j'ai la balise ouvrante forme, la balise fermante slash forme. Ici, quelle est l'entité qui va traiter les données qui seront envoyées au serveur? Donc, c'est test.php. Quelle est la méthode utilisée pour l'envoi de ce formulaire? C'est la méthode get. Et bien sûr, ce formulaire, il a un nom, c'est form4. Il y a aussi un field set, donc une balise double, ouvrante et slash field set à la fin, fermante. Ensuite, vous avez une légende, ok, ça on l'a déjà expliqué auparavant. Et on a mes checkbox. Donc j'ai le premier input type checkbox, name, regardez, discipline et crochet. La même chose pour le deuxième type reçoit checkbox, name, le même nom. Et bien sûr, il y a aussi les crochets. La même chose pour la troisième case à cocher. Donc type reçoit checkbox, name, exactement le même avec les crochets. Et pour la dernière case à cocher, donc type égale checkbox et le nom ou bien l'attribut name a exactement la même valeur avec les crochets. Par contre, pour value, bien sûr, si jamais le client coche sur la première case, donc la valeur qui sera envoyée ou ajoutée à la variable discipline qui est un tableau, c'est informatique. S'il coche sur la deuxième proposition case, c'est mathématique. La troisième, c'est physique. Et la dernière, c'est chimie. Si par exemple, vous cochez sur informatique, ensuite vous décochez avant d'envoyer le formulaire, bah, tout simplement, votre navigateur, il va supprimer ce que vous venez de décocher de la variable qui est un vecteur ou bien un tableau, je le répète, discipline. Donc, j'insiste sur les crochets. Il ne faut pas les oublier. Maintenant, les listes. En fait, les listes laissent le choix à l'utilisateur de sélectionner un ensemble de propositions données. Mais c'est un petit peu différent. Ce n'est pas des boutons radio, ce n'est pas des cases à cocher. Le comportement, il est un petit peu différent et vous allez le voir. Et vous le connaissez parce que c'est largement utilisé sur les pages web. Donc, l'ajout d'une liste se fait à l'aide de la balise double. C'est une balise double. Select / select. Ce n'est pas la balise input. Donc, il existe deux types de listes. Il y a les listes normales et les listes déroulantes. La présence de l'attribut size indique que la liste sera normale ou le nombre d'éléments visibles est renseigné par la valeur de size. Donc, il y a un attribut pour cette balise select qui est size. Donc, c'est size
la présence de size qui va déterminer, ou plutôt c'est la valeur qui est affectée à size qui va déterminer est-ce que cette liste elle sera normale ou bien déroulante. Quant aux éléments de la liste, leur insertion s'effectue via la balise double aussi option/option. Donc voici la structure de base d'une liste déroulante. Donc vous avez select/select, vous avez la possibilité, et il faut, pas que la possibilité, donner un name, plutôt renseigner l'attribut name de select. Ensuite, les éléments de la liste sont définis grâce à la balise option/option, puisque c'est une balise double. Par exemple, ici, j'ai l'attribut value info et ce qui est affiché à l'utilisateur, c'est informatique. Donc, informatique, c'est ce qui sera affiché à l'utilisateur au client, mais par contre, ce qui sera envoyé au serveur, c'est info. La même chose pour le deuxième élément de la liste. Vous avez math et ce qui sera affiché à l'utilisateur, c'est mathématiques. Donc, le code de cette liste-là, il est représenté ici par cet élément-là au niveau du navigateur. Donc, vous avez ici un petit bouton. Lorsque vous cliquez, vous allez ouvrir la liste et vous allez pouvoir sélectionner l'élément que vous souhaitez. Donc, ça, c'est une liste déroulante. Ensuite, la même chose, sauf que là, qu'est-ce que j'ai modifié? Donc ici aussi, j'ai une liste. Ça, c'est la première qui est là. Tout à l'heure, j'avais que 2 éléments. Maintenant, j'en ai rajouté encore 2. Physique, chimie. Il y a quelque chose qui va attirer votre attention, c'est la présence de selected. Selected égale selected. Donc il y a 2 possibilités. Soit vous mettez juste l'attribut selected et sa présence suffit, soit vous mettez selected égale selected. En fait, là, vous êtes en train de dire au navigateur que par défaut, l'élément qui sera sélectionné, c'est mathématique, tel que vous le remarquez ici. OK? Donc ça, c'est juste une liste déroulante qui est composée de 4 éléments. Deuxième code qui est là, donc c'est une liste aussi parce que c'est select/select, sauf qu'il y a la présence de size. Donc ça représente le deuxième exemple qui est là, au niveau de cette figure. Donc là, la liste n'est pas déroulante, elle est normale. Tous les éléments de la liste sont affichés à l'utilisateur directement. Avant, c'était une liste déroulante. Là, maintenant, c'est une liste normale. Et vous affichez le nombre d'éléments qui sera affiché. La liste peut contenir plus, mais ce que vous avez mis ici, 4, ça veut dire 4 seront visibles. Si l'utilisateur veut voir le reste, il aura une barre de défilement ici et il va défiler tous les éléments de la liste. Donc, le même principe ici, il y a la présence de l'attribut selected pour le deuxième élément mathématique. Donc, il sera présélectionné. Et vous voyez ici, il est un petit peu, on va dire, il a un fond qui est gris. Donc, ça veut dire qu'il est présélectionné. Donc, je répète le deuxième exemple, il est représenté par la liste qui est au milieu. C'est une liste normale, contrairement à la première qui est déroulante. La différence entre eux, c'est la présence de l'attribut size. Troisième exemple de liste. Là, vous allez avoir la possibilité de choisir plusieurs éléments de la liste. Comment vous allez pouvoir faire ça? C'est assez simple. Vous allez ajouter l'attribut multiple. Juste sa présence, normalement, elle sera suffisante. Mais si vous voulez faire les choses au complet, donc multiple égale multiple. Par contre, faites attention à quelque chose. Cet attribut-là, s'il n'y a pas l'attribut size présent aussi, comme si vous n'avez rien fait. En fait, les choix multiples au niveau des listes
ne peuvent pas être appliquées ou on ne peut pas avoir cette option-là si on n'est pas si on n'a pas une liste qui est normale. Si vous avez une liste déroulante, bah, le fait d'avoir un choix multiple n'a aucun sens parce que quand vous allez ouvrir une liste, vous n'allez pas avoir la possibilité de sélectionner deux éléments à la fois. Donc ça n'a aucun sens. Donc les choix multiples sont réservés aux listes dites normales. Donc lorsqu'il y a la présence ou lorsque l'attribut size il a été défini. Donc le code qui est là, il représente ou il est représenté par la dernière liste au niveau de cette figure-là. Et donc vous remarquez que là, l'utilisateur il a eu la possibilité de sélectionner mathématiques, l'élément mathématique et chimie. Donc ça c'est concernant la liste. Donc je résume rapidement. C'est la balise select/select, donc c'est double. Et les éléments de la liste sont délimités par option/option. Et bien sûr, si vous voulez une liste déroulante, vous ne devez pas définir l'attribut size. Si vous voulez une liste normale, vous devez définir l'attribut size et vous allez affecter le nombre d'éléments qui seront tout le temps affichés à l'utilisateur. Mais la liste, elle peut contenir plus que ce que vous avez défini au niveau de size et donc l'utilisateur il aura à défiler pour pouvoir voir la totalité des éléments de la liste. Maintenant, si vous voulez offrir la possibilité au client de choisir plusieurs éléments en même temps de votre liste, là il faudra ajouter l'attribut multiple à la balise select. Et bien sûr, les éléments qui vont être sélectionnés, c'est l'attribut value qui sera, c'est la valeur de l'attribut value qui sera envoyée au serveur en tant que donnée et non pas ce qui est affiché pour les utilisateurs. Donc maintenant les champs de fichiers. Donc la balise input dans l'attribut type et file permet l'envoi d'un fichier au serveur. Pour pouvoir utiliser ce champ, l'attribut enctype ayant la valeur multiple part/form data doit être ajouté à la balise form, ainsi que l'utilisation de la méthode d'envoi post. Donc si vous voulez créer un formulaire dans lequel vous allez donner la possibilité au client ou bien au visiteur d'envoyer des fichiers au serveur. Là, il faut faire très attention. Première des choses, il faut que la méthode utilisée soit une méthode post et non pas get. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la présence de l'attribut enctype et il faut que sa valeur soit multipart/form-data. En fait, le fait d'utiliser cette valeur-là multipart/form-data, vous êtes en train d'informer le navigateur que il a la possibilité de fragmenter le fichier en plusieurs segments pour qu'il puisse être envoyé correctement au serveur. Et bien sûr, on est obligé d'utiliser post tout simplement parce que si on met ici get, ça ne marchera pas. D'ailleurs, je pense que le navigateur va vous générer une erreur où il va absolument pas essayer d'envoyer. L'erreur, je pense pas, mais à mon avis, il va pas essayer de vous envoyer quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec get, on est très limité point de vue taille de données envoyées vers le serveur. On est, je pense, à 1024 caractères, pas plus. Mais avec post, on n'est pas limité et surtout avec la présence de enctype. Donc le navigateur il aura la possibilité de fractionner là sur plusieurs segments et ils seront envoyés au serveur. Donc vraiment, il faut vraiment ne pas oublier ces deux attributs. Méthode doit avoir la valeur post et il faut qu'il y ait l'attribut enctype et sa valeur doit être multipart/form-data. Maintenant, si on souhaite indiquer le type de fichier accepté, c'est-à-dire quels sont les fichiers que l'utilisateur il aura la possibilité de sélectionner à travers ce formulaire. Donc, il y a l'attribut accept et vous allez lui donner une valeur. Par exemple, ici, accept égale, entre guillemets, .doc, .docx. Donc,
pour ce input-là, donc l'utilisateur il aura la possibilité de sélectionner des fichiers qui ont l'extension doc ou bien docx. Maintenant pour le troisième par exemple, input, toujours de type file. Donc ici accept, ce sera des images / étoile. Donc l'essentiel c'est des images, mais peu importe leur extension. BMP, JPEG, GIF, PNG, etc. La même chose pour le dernier input, donc accept reçoit vidéo / étoile. Donc vous êtes en train d'indiquer au navigateur que l'utilisateur doit saisir des vidéos, mais peu importe leur extension. Maintenant c'est bien. Vous avez vu, plutôt je vous ai présenté les balises qui vous permettent d'ajouter les différents champs. Mais à la fin, le formulaire il doit être envoyé au serveur. Donc il nous faudra un bouton d'envoi, un bouton qui nous permet, ou plutôt qui va donner le signal au navigateur que maintenant il faudra envoyer les données de ce formulaire. Donc les boutons peuvent être ajoutés à un formulaire à l'aide de la balise input ou bien à l'aide de la balise double bouton ou bien button. Dans un formulaire, 4 types de boutons peuvent être ajoutés. Bouton effacé, bouton simple, bouton image et bouton d'envoi. Donc le bouton effacé réinitialise toutes les valeurs du formulaire, comme si il remet à zéro le formulaire. Pour cela, pour pouvoir l'ajouter, l'attribut type doit être renseigné à reset dans la balise input ou bien button. Si vous utilisez input qui est une balise simple, donc vous mettez, ou plutôt vous définissez ou vous affectez à type reset. Vous donnez le nom que vous voulez et value, ce sera la valeur qui sera affichée au client là à ce moment-là pour un bouton. C'est la valeur qui sera affichée, si vous voulez, sur le bouton. Réinitialiser par exemple ici. Si vous utilisez une balise double button, la même chose. À type, il faudra affecter reset. Et bien sûr, le client, bien l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur l'un de ces deux boutons, le formulaire ne sera pas du tout envoyé au serveur, mais il sera réinitialisé, remis à zéro. Quant au bouton simple, donc ça c'est le premier bouton, bouton effacé. Bouton simple, lui il va appeler un script JavaScript lors du clic. Quand on clique dessus, on va appeler un bouton, nous allons appeler un script qui est écrit en JavaScript. Je suis en train de réfléchir à ce que je vous donne ici un exemple. Ou plutôt, on va laisser ça peut-être lorsqu'on abordera JavaScript, c'est mieux. Ok, donc ça c'était pour le bouton simple. Donc peut-être que je ne vais pas vous donner d'exemple ici, on laissera ça pour plus tard. Quatrième type de bouton, ou plutôt c'est le troisième. Donc pour inclure le bouton dans le formulaire, non, c'est toujours le deuxième. Pour inclure le bouton dans le formulaire, il faut renseigner l'attribut type de la balise input ou button. Ok. D'accord. Il faudra renseigner à quoi ici? Il faut renseigner l'attribut type de la balise. Et là, on a donné... D'accord, ok. Donc la même chose, là, il faut renseigner l'attribut type de balise input ou de la balise double button avec button. Pour le bouton effacé, à type, on a affecté reset. Maintenant, si on a un bouton simple, lorsque par exemple je clique dessus, je vais exécuter un script qui est écrit en JavaScript, à ce moment-là, je ne vais pas affecter reset à type ou bien à button, mais je vais affecter button. Donc ici, on aura button. Et on aura l'occasion de voir ça en détail. Je ne pense pas que je vais vous mettre l'exemple sur la plateforme. On laissera ça pour plus tard. Troisième bouton, c'est le bouton d'envoi. C'est le bouton le plus important en fait dans un formulaire. Donc il va envoyer les données du formulaire à l'URL désigné par l'attribut action.
pour l'ajout d'un bouton d'envoi, c'est assez simple. Vous allez affecter à l'attribut type submit, que ce soit avec la balise input ou bien button. Donc, il faudra affecter à type submit. Ce que vous allez mettre ici au niveau de value, c'est ce que l'utilisateur va lire sur le bouton. C'est-à-dire le bouton, il aura le texte envoyé, ce qui est ici affecté à value. Donc ça, c'est pour le bouton d'envoi. C'est assez simple, donc il faut mettre juste submit à l'attribut type. Le dernier type de bouton, c'est le bouton image, qui a le même comportement que celui du bouton d'envoi. L'unique différence est qu'il peut être personnalisé. Pour pouvoir faire ça, il suffit d'affecter image à l'attribut type et de renseigner l'attribut source. Donc voici un petit exemple. Donc input type, je lui ai affecté image, le nom, d'accord, il aura un nom, ce champ-là. Et pour source, j'ai affecté le bouton. Plutôt l'image. Mais par contre ici, il manque quelque chose. Ah d'accord, ok. Donc c'est la même chose. Ça aussi, c'est un bouton d'envoi. Donc à type, j'affecte image. Ça, c'est le nom du bouton, par exemple, envoyer. Et à source, l'image qui sera au-dessus du bouton. C'est-à-dire ici, au lieu d'avoir, comme au niveau de cet exemple, un texte envoyé qui sera au-dessus du bouton, là, je vais avoir une image. Mais sinon, les deux boutons, ils vont remplir exactement la même fonction, c'est-à-dire ils vont me permettre d'envoyer les données du formulaire au serveur. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, je vais profiter de faire un petit exemple rapide avec vous. Je vais le commencer et je vais peut-être vous laisser le soin de le terminer après. Donc, je vais essayer de reproduire un petit peu ce formulaire-là. Donc, nous allons essayer de faire la première partie, peut-être la deuxième, et je vous laisserai le soin de faire la dernière partie. Donc, c'est un simple champ, c'est un simple formulaire qui permet ou qui est utilisé par exemple au niveau d'un site e-commerce où l'utilisateur, à un moment ou à un autre, il est obligé de renseigner un certain nombre d'informations le concernant pour qu'il puisse valider sa commande d'achat en ligne. Par exemple, il doit renseigner le nom, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse à laquelle les articles qu'il vient d'acheter vont être délivrés, le code postal par exemple, le pays, nous n'allons pas utiliser pays, nous allons utiliser la wilaya par exemple, et la dernière partie que vous aurez à faire par exemple, donc elle sera liée aux détails concernant la carte de crédit, sa carte de crédit, quel est le type de la carte de crédit, par exemple Visa ou... donc ça c'est autre chose, je l'efface. Ça va être une carte Visa, Mastercard ou autre. Le numéro de la carte, il faut faire attention, il ne faut pas que le numéro de la carte soit affiché ici en clair. Security code, la même chose. Il faut essayer de mettre ça caché, donc vous allez affecter à l'attribut type password et name on card, donc c'est-à-dire quel est le nom du propriétaire de la carte. Donc nous allons essayer ensemble de faire uniquement la première et la deuxième partie. Je vous laisserai le soin de faire la dernière partie concernant les détails de la carte. Donc j'ouvre mon éditeur, c'est toujours VS Code. Donc je crée un nouveau fichier tel que, et je lui donne un nom, e-commerce par exemple, form.html. Donc j'utilise VS Code, donc il va me faciliter l'écriture de mon code. Donc ici je vais donner un nom à la page, par exemple validate form. Et là, je vais commencer par le formulaire. Donc, bien sûr, c'est la balise double form. Action, je vais mettre validate.php par exemple. Et méthode, par défaut, méthode elle a la valeur de get. Et moi, je vais utiliser post. C'est-à-dire, si vous ne précisez pas l'attribut méthode, donc par défaut, il aura la valeur get. Je vais utiliser un field set, une légende.
Donc pour le premier, la première partie, c'était Your Details. Et ensuite, on avait plusieurs champs. On avait le premier champ pour le nom, ensuite l'email et le numéro de téléphone. Je vais utiliser par exemple label. Là, l'attribut fort de label, vous allez indiquer au navigateur avec quel champ ce label il est lié. C'est une information sémantique que vous allez donner. Par exemple, je vais mettre moi. Qu'est-ce que je vais mettre? First, last, name. Et là, c'était name. Ensuite, je rajoute un input de type texte, bien sûr. Son nom, c'est par exemple name ou bien fl name. Ensuite, je suis obligé de définir ici un identifiant tout simplement parce que for, il sera lié à un champ qui aura l'identifiant fl name. Donc, je repositionne ici fl name. Ensuite, je n'ai pas de value, mais par contre, je vais utiliser placeholder. Donc, par exemple, first and last name. Donc ça, c'est le premier input. Ensuite, le deuxième, donc la même chose, label. For ici, c'est pour email. Le label ici sera email. Ensuite, le input, donc le input, c'est pas un texte maintenant, c'est email, son type. L'identifiant, je vais utiliser email et pour name, je vais utiliser email et il n'y aura pas du tout de confusion, ne vous inquiétez pas absolument avec ça. C'est-à-dire, il ne va pas du tout se tromper. Est-ce que c'est le type? Pourquoi on a donné ici email pour le ID email, pour le name email? Il n'y aura absolument pas de problème avec ça. Pour le placeholder, je vais mettre exemple, par exemple, domain.com. Je rajoute le dernier label. Il sera lié à fun, par exemple. Je mettrai ici fun. Input, maintenant, c'est TEL sans type. Je dois définir un name. Ce sera par exemple phone. Le ID, il sera le même par exemple. Et je vais rajouter ici un placeholder. Exemple de numéro de téléphone. Voilà. Donc voilà le code que je viens d'obtenir. Si je rajoute la deuxième partie, si vous voulez voir ce que ça donne, là, je pense que j'arrête le serveur live, je le relance. Voilà. Voilà maintenant à quoi ressemble mon formulaire. Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme. Nous n'allons pas essayer d'avoir exactement la mise en forme parce que ça concerne un petit peu le CSS qu'on verra plus tard. Maintenant, j'ai la première partie qui est composée de name, email et phone. Donc, j'ai exactement ça. Dès que je commence à saisir ici, donc le place, ce qui est au niveau du placeholder va disparaître. Si vous voulez sauter les lignes à ce niveau-là, vous pouvez rajouter par exemple des balises BR. Non, pour faire simple, hein, tout simplement. Sinon, vous pouvez utiliser les balises div aussi. Ok. On va faire un petit test. Voilà, on a sauté les lignes. Donc ça, c'est pour la première partie. Si on souhaite rajouter la deuxième partie concernant l'adresse de délivrance ou de livraison plutôt. Donc la même chose, j'ai besoin de rajouter un feed set. Ici, vous pouvez ajouter des commentaires hein, si vous voulez. Hein. Par exemple, non, pas feed set, mais delivery address.
Ensuite, j'ai un field set. Je vais essayer, voilà, comme ça c'est mieux pour vous. Donc, légende, par exemple, delivery address. Ensuite, j'ai un premier label. Il sera lié à adresse. Donc, je vais mettre ici adresse. Ensuite, j'ai un input de type texte. Non, maintenant, d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas un input. Regardez. Donc, l'adresse peut être écrite sur plusieurs lignes. Donc là, pardon. Donc là, non, c'est pas là. Donc ici, je ne veux pas utiliser un input. Donc c'était texte ailleurs. Donc le nom, par exemple, ce sera adresse. L'identifiant, ce sera adresse. Je vais laisser ça à 30, le nombre de colonnes et le nombre de lignes à 30. Je vais rien mettre à l'intérieur. Ce sera quelque chose de vide. Je sauvegarde. Ensuite, après l'adresse, il y avait, je pense, le code postal. Donc la même chose. Un label, par exemple, postcode. Donc, il y aura un input de type texte. Il ne faut pas oublier le name, ce sera postcode. L'identifiant, ça va apporter une information sémantique, c'est-à-dire le navigateur, il va comprendre que ce label-là, il est lié avec ce champ-là via l'attribut for, donc label for, c'est-à-dire le label, il est présent pour quel input, pour l'input qui a exactement le même ID, post code. Ensuite, là, je vais définir un pattern, donc je vais dire que ce sera que des chiffres entre 0 et 9 et ce sera 5 chiffres par exemple. Ensuite, je pense que c'était tout. Si je veux rajouter, par exemple, ici, DBR, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Voilà. Donc, nous allons essayer de rafraîchir. Et voilà. Ça correspond à ces deux parties-là. Il ne faut pas s'inquiéter ou faire attention à la mise en forme. La mise en forme, on verra ça plus tard. Donc, j'ai un premier field set. Donc, ça concerne les détails de l'utilisateur. Par exemple, son first and last name, son adresse email, son numéro de téléphone. J'ai ici deuxième field set, donc des informations concernant l'adresse de livraison. Donc ici, j'ai le champ address, ici avec une zone de saisie. Donc j'ai la possibilité de saisir sur plusieurs lignes, contrairement au premier champ. Et j'ai le numéro, ou plutôt le code postal, qui sera normalement sur 5 chiffres. Ne prêtez pas attention à ça, ça c'est concernant mon Kaspersky, donc il ne faut pas faire attention à ça. Donc voici les deux premières parties de ce formulaire et je vous laisse le soin de terminer la suite. Donc c'était tout pour cette vidéo, cette présentation. Donc il faut revoir les différentes balises que je vous ai présentées avec les différents exemples. Toujours, et comme d'habitude, si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à poster vos commentaires, vos questions au niveau de la section commentaires. Ça permettra aussi de créer une certaine interactivité entre vous. Et je vous dis à la prochaine présentation.